Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet. Et bon, en bon Captain Crochet, je te mets quand même boum un crochet dans la tête. Mais aujourd'hui, c'est une discussion Hall of Fame du rock. Les gars, c'est une émission qui est apparue depuis cette année. Ça me fait extrêmement plaisir de continuer cette série sur la chaîne. Et oui, on se fait plaisir en parlant de nos passions différentes. Encore une fois, pour ce Hall of Fame du rock, je suis accompagné de mon acolyte de Calgary, from Alberta. Il travaille pour Empty School, cette superbe chaîne. C'est notre coach vocal préféré, c'est Flo. Comment ça va, Flo? Ça va très bien et toi, la forme? Ah bah ouais, Flo, ça va très bien parce qu'on va parler de quelque chose que tu aimes profondément, mais aussi, il fallait qu'il soit avec nous. C'est mon sociétaire de la piraterie, de la boxe et du rock. C'est Antoine de 130 livres qui nous accompagne aujourd'hui. Salut Antoine! Salut Captain, salut à tous. Bonheur d'être là, bonheur d'être là. Bah oui, voilà, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas encore, quand vous allez lire le blog 130 livres, évidemment vous avez des revues littéraires, évidemment vous avez des revues sur la boxe, l'histoire ou l'actualité, et vous avez des revues sur le rock et le métal aussi, ne l'oublions pas. Et rien que pour ça, Antoine, c'était super que tu sois là, puisque aujourd'hui on va parler d'un groupe qui est extrêmement important et qui a une grande place dans votre cœur, Alice in Chains. C'est la discussion Alice in Chains que je vous propose, mais laissez-moi commencer, mes deux amis, par quelque chose que je dois vous avouer. Je suis extrêmement intéressé par cette discussion. Pourquoi? Parce que j'ai un rapport particulier à Alice in Chains. Je suis donc un petit rocker, petit métalleux, presque dès mon plus jeune âge, presque, voilà. Donc je me suis construit, évidemment, j'ai accumulé des connaissances sur évidemment plein de groupes, j'ai essayé d'être à l'avant-garde, les nouveaux groupes, les anciens, les nouvelles sorties, tout ça. Et dans mon parcours de fan, Alice in Chains a une place à part, parce que Alice in Chains a été pendant des années, voire des décennies, le groupe à qui je n'ai pas accordé la moindre chance. Je ne sais pas pourquoi, je devais être vraiment con, jeune et con, comme la chanson, parce que à chaque fois Alice in Chains, j'ai eu des opportunités de découvrir et tout, et j'ai toujours mis ça de côté, préférant d'autres groupes, etc. Et donc, c'est mon amitié avec Antoine qui fait que je me dis, mais attends, Alice in Chains, il faut vraiment que je m'y mette. Et finalement, ça a été une claque extrêmement tardive mon concernant. Je m'en veux encore. Je me mets des claques tous les matins. Mais pourquoi t'as pas écouté Alice in Chains bien plus tôt? Mais c'est une claque absolument monstrueuse que j'ai pris ces derniers mois. Et donc, vraiment, voilà mon parcours avec Alice in Chains. Mais maintenant, trêve de plaisanterie, on va commencer par toi Antoine. Antoine, comment découvres-tu Alice in Chains? Alors, moi j'ai un premier réflexe négatif parce qu'ils prennent très vite l'étiquette grunge et que moi le grunge, quand on se resitue dans mes années d'étudiant, enfin lycéen puis étudiant, bah, moi j'étais déjà métalleux, donc le grunge c'est la concurrence. Donc allez vous faire foutre. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Hein. Quand on est adolescent, on n'est pas sur des schémas très compliqués. Ouais, Et donc, c'est vrai. bon, ça commence parce que Nirvana, on entend beaucoup. Nirvana, on nous serine avec Nirvana et c'est la lutte entre Nirvana et Guns N' Roses. Et moi, je suis Guns N' Roses. Enfin bon, bref. Et alors, arrive le moment quand même où, au Cinoche, il y a Singles qui raconte la vie de jeunes adultes à Seattle, qui est quand même un film de gens cool. Et sur Singles, enfin sur la BO de Singles, il y a Alice in Chains et on voit les gars dans le film. Et j'aime bien. Et puis je me renseigne, en fait, j'écoute, je fais mes devoirs comme un grand, puis je me dis, mais attendez, évidemment, c'était du grunge parce que c'est Seattle, c'est une époque, etc. Mais attendez les gars, c'est du métal. Enfin, j'invente rien, c'est du métal. Ce que j'entends, c'est du métal. Donc, je rentre par Dirt, et puis ça finit, je les vois en 2018 sur scène au Hellfest. Oh là là, tu vois, t'en dis déjà beaucoup. On va en parler dans la discussion. Donc ouais, bon, tout un parcours de passionné, tout un parcours de passionné, évidemment. Flo, toi, cette découverte d'Alice in Chains, est-ce que tu peux nous la raconter? Bah, moi, c'était un peu la même chose qu'Antoine, en fait.
Moi, j'étais très, 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 très métal. Donc, fallait pas trop me parler de Nirvana parce que pour moi, Nirvana, c'était. Maintenant, je respecte. Avec le temps, je respecte beaucoup ce groupe. Par contre, c'est vrai que à l'époque, pour moi, Nirvana, c'était des mecs avec les cheveux gras qui savaient à peine jouer de la guitare et qui chantaient un peu faux. Alors, tu vois, quand on me dit, ouais, t'as déjà écouté Alice in Chains, tu vois, c'est comme ceci, c'est comme cela, je dis, ouais, bah ouais, Nirvana, ça m'intéresse pas. Et puis on m'a dit, on écoute quand même un morceau, et là, j'entends un groupe grunge. Donc, normalement, le grunge, c'est le descend, enfin, c'est du punk. C'est du punk, donc on s'en fout s'il y a des fausses notes, on s'en fout si ça sonne faux, machin. Et là, j'entends un groupe avec un chanteur exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais il y a quelque chose en plus. Là, il y a vraiment un gars qui sait chanter, il sait exactement ce qu'il fait. Et du coup, je tombais assez vite amoureux. En plus de ça, on avait choisi le morceau parfait parce qu'on m'avait fait écouter Ben in the Box. Et au tout début, on entend que bon, ça c'est lancinant, ça tire un petit peu vers le flow, tout doucement et tout. Et je dis, oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Et quand on arrive sur le refrain, je dis, oh là 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 là, n'importe quoi. Et je suis tombé amoureux d'Alice in Chains. Et tu es tombé amoureux d'Alice in Chains. Et pour parler de Seattle, tu feras même ton périple initiatique à Seattle et cette scène de Seattle qu'Alice in Chains a représentée. Voilà, donc vraiment aussi un parcours. Et depuis, c'est une vraie passion dans ta passion, Alice in Chains, Flo? Bah, Alice in Chains, je pense que dans ma carrière de chanteur, c'est avec Chris Cornell et tous ses projets, c'est ma grosse influence. C'est ce qui a formé toute ma voix en fait, vraiment. Ouais. Ok, voilà, grosse. Alors là c'est important. Là, on parle sur quelque chose d'important. Alors, les amis, justement, essayons de reprendre par le début, et c'est pas si simple. Comme on dit, tout se passe à Seattle, et Seattle, ça va être le centre névralgique pendant plusieurs années de la culture rock. Mais Alice in Chains, c'est l'impression que ça me donne, en tout cas. Je peux me tromper. À la différence des mastodontes que vont devenir Nirvana et Pearl Jam, Alice in Chains, en fait, c'est les éclaireurs, si on peut dire. C'est un peu les éclaireurs parce que eux, c'est vraiment, ils sont encore en plein dans les années 80 et ils trouvent leur son qui a un son à part parce que les années 80, si je te parle 87, 88, le son encore qui domine évidemment, comme le disait Antoine, il y a Metallica, mais c'est aussi le air metal, c'est aussi si on peut dire Motley Crue qui est encore au firmament et tout ça. Et Alice in Chains arrive avec quelque chose de beaucoup plus authentique et qui va peut-être aider, montrer un peu la voie à tous les autres groupes de Seattle. Donc, première grosse claque, ils arrivent, un groupe qui se... En fait, c'est un groupe qui tournait beaucoup, le noyau était fait autour de Jerry Cantrell, mais ils ne trouvaient pas leur voix. Ils trouvaient pas leur voix. Et puis ils avaient un pote qui était autour d'eux, Lane Staley, le fameux chanteur dont nous parle Flo, qui était leur bande de potes qui disaient bah tiens essaye ce mec, tiens essayez lui, c'est un bon chanteur, tiens essayez lui. Jusqu'au temps où ils se disent mais si on essayait toi quoi, Lane, c'est peut-être toi qui devrais chanter avec nous. Et ça se fait et puis alors là ce moment que tout groupe désirait connaître. Voilà, c'est la révélation avec ce premier album les gars, Facelift. Facelift, alors si je me trompe pas, Facelift, c'est 89, Antoine. Je dirais 90, mais 90. bon, on est à ça près. Ouais. Ouais, la construction de l'album doit être 89, la sortie 90. Gros impact parce que sont-ils grunge, sont-ils metal, on sait plus. En tout cas, ils sont aimés de tous. Moi, ce qui m'impressionne toujours avec Alice in Chains, c'est qu'ils sont respectés de tous. Voilà. Et puis, dans cet album, il y a Man in the Box. Alors, cet album-là, Flo ou Antoine, vous pouvez commencer. Cet album-là, comment vous le considérez? Vas-y, Flo. Ben moi, en fait, je le considère comme une pépite, de toute façon, comme beaucoup de leurs albums. Je trouve qu'il n'y a aucun morceau qui est mauvais. C'est-à-dire qu'on en parlait la dernière fois sur Korn, où on disait ouais, mais il y a ce morceau-là qui est bien. Bon, les autres, je m'en souviens pas trop. Là, on est vraiment sur un truc. Déjà, dès le premier titre, on se prend des claques
à la voix, on se prend des claques. Et en plus de ça, surtout qu'il y a Jerry qui chante beaucoup aussi dans Alice in Chains, faut pas oublier. Et qui a, en fait, le truc, c'est qu'il a une super voix. Lane, c'était un excellent chanteur, mais Jerry, du coup, c'est lui qui apporte le côté Alice in Chains tiré un petit peu vers la fausseté. Et en fait, c'est ce qui fait que même maintenant, avec leur nouveau chanteur, du coup, ça sonne toujours Alice in Chains. C'est là, dans cet album-là, on entend vraiment, il pose un truc en disant, OK, on est là, salut. Et il y a tous les morceaux qui sont bons. Et c'est ce qui fait vraiment la beauté du truc, c'est que par la suite, ils ont jamais perdu leur patte, en fait. Donc cet album-là, je trouve que il y a pas grand-chose à lui reprocher. Il y a peut-être Put You Down que j'avais trouvé un petit peu moins bien. Et encore. Mais ouais, je trouve que c'est un excellent album. Là, on est vraiment sur un quasi sans faute, quoi. Voilà, Antoine. Alors, je trouve qu'il y a quand même deux moitiés assez distinctes sur l'album. Il me semble que c'est aussi lié à l'histoire de l'enregistrement, c'est-à-dire qu'ils avaient en boîte, ils ont eu le temps de bosser les 6 premiers titres un peu plus longtemps que le reste. Pour moi, je trouve que les chansons les plus intéressantes sont les premières, mais c'est d'un niveau globalement assez étonnant. Pour une première galette, franchement, ça va super loin. Et alors, je posais la question tout à l'heure, grunge versus metal. Enfin, les premiers accords, t'as rappelé la première chanson, We Die Young, Flo. Enfin, voilà, c'est du métal, quoi. Enfin, il y a pas d'ambiguïté possible. Ça t'envoie du gros riff, d'inspiration déjà, et on le sent, d'inspiration très sabbatienne. Moi, je suis assez fan de Black Sabbath. Et effectivement, Jerry Cantrell, parmi ses grandes inspirations, Jerry Cantrell, il y a Sabbath quand il en parle de façon très claire. Il te parle d'Elton John. Ça va permettre de rebondir avec le futur. Mais il te parle de Sabbath. Et Sabbath, c'est le gros riff créatif, bien lourd, avec un son bien doom, bien... Et t'es complètement dans cet univers dès les premières mesures du premier titre. Et en effet, derrière, ce qui est assez épatant, c'est la découverte de la voix de Stelly. C'est putain, mais c'est Cobain avec du coffre, c'est Cobain avec une voix, quoi. C'est Cobain avec un volume, avec des poumons, quoi. Enfin, et ça, c'est... Et alors, les harmoniques entre les deux, entre Cantrell, qui apporte les nuances, et Stelly, qui porte le truc éraillé, grunge, etc., mais en y mettant de la puissance, c'est complètement dingue. Et c'est un album qui ne se répète pas. C'est un album qui ne se répète pas, c'est-à-dire que il y a vraiment des variations, il y a vraiment des trucs limite prog à certains moments, ce sera plus rap sur Dirt, mais enfin bon, il y a de l'intro au piano, je crois que c'est sur Sea of Sorrow, il y a, ils tentent des choses très différentes, et puis il y a Man in the Box. Man in the Box, c'est le single qui les a fait connaître, voilà. C'est pour ça qu'ils sont passés sur MTV, c'est pour ça que... Et Pétard, c'est une chanson, enfin, c'est la ligne de basse sur Man in the Box, c'est un truc de maboule absolu. Et la voix, je n'en parle même pas. Et la voix sur le refrain, Flo qui connaît mieux ces choses-là que moi, elle a dit, mais comment il fait, putain. Ah ouais, avant que tu prennes la parole, Flo, moi je suis totalement d'accord avec Antoine parce que moi je le prends, et fait comme tu le dis, c'est leur premier clip sur MTV à cette époque, à ce moment-là. C'est quelque chose d'important. Et Man in Box, pour moi, c'est comme si c'était une note d'intention qu'il lançait au monde. On est à Alice in Chains, et attention, ça va être comme ça. Et même comment il attaque, comment Lane attaque son chant, moi je trouve que c'est genre une présentation, tu sais. C'est tranquillement, c'est langoureux, presque on est en train de parler, et puis après t'inquiète pas, on va te délivrer la marchandise, tu vas pas t'en remettre. Est-ce que tu le prends aussi comme ça, Flo, Man in Box, comme une note d'intention au monde d'Alice in Chains? Je trouve que même en fait, il fait un doigt à tous les chanteurs en fait. Parce que, mais c'est vrai parce qu'en fait, dans le chant, faut savoir qu'il y a plusieurs types de voix sans rentrer dans la grosse explication. En fait, t'as plusieurs types de voix qui sont les voix basses, donc les voix pleines, les voix mixtes où tu mixes un petit peu, c'est dans le médium, et les voix de tête qui sont très très hautes. Et lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il passe du couplet en voix pleine, boum, il passe en voix de tête. Faut pas oublier une chose, c'est qu'avant il y avait ni autotune, qu'il n'y avait pas d'ordinateur non plus pour dire allez stop, écoute, est-ce que tu peux me refaire juste cette phrase là parce que là t'étais faux. Non, il a dû claquer son refrain et c'est tout. Donc là, quand on entend ça, si on remet le contexte, parce qu'à l'heure actuelle beaucoup de chanteurs pourraient le faire, mais pas en one shot. Si on remet le contexte, le mec il est arrivé, il a fait son truc, techniquement c'est fou, le texte il est dingue, et puis ouais, il y a ce côté c'est full émotion. Le mec, il a tout lâché.
il y a vraiment un truc fort. On comprend vite que il est pas forcément. Enfin, tu vois, il a de l'émotion à revendre, quoi. Il a quelque chose à dire, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ce que j'aimerais dire aussi, pour vous dire l'importance de ce groupe, c'est que ce groupe, il arrive avec sa première galette, mais il met tellement tout le monde d'accord que, en fait, ils deviennent une référence au sein des grands groupes de l'époque. Que ça soit Metallica, que ça soit plein d'autres groupes, tous se tournent vers Alice in Chains en se disant waouh, il y a quelque chose, waouh, quelque part, on veut les côtoyer, tu vois. Et j'en ai pour preuve cette période 90-93, Grant, le chanteur de Depeche Mode, mais côtoiera Alice in Chains, voudra même faire des tournées avec eux à cette époque, alors que Depeche Mode est un groupe ultra accompli. Regardez, dans leur biographie, regarde, on voit Alice in Chains ici. Pourquoi? Parce qu'il y avait une fascination pour des groupes institutionnels sur Alice in Chains dès le départ. Ça, c'est quand même assez rare pour être souligné. Et d'ailleurs, je pense que cette période-là, le Lane, il a dû beaucoup influencer le chanteur de Depeche Mode. On en reparlera plus tard. Voilà. Donc, Facelift est dans les 10 albums préférés d'Ozzy Osbourne. Par exemple, quand on demande à Ozzy Osbourne quels sont ses 10 albums de métal préférés, et Osbourne, c'est la très très vieille école, quoi. Oui. Voilà, il pourrait se contenter de balancer des galettes des années 70 et 80, et il dit, Facelift, voilà, bon, c'est tout simplement. Wow. Et très vite, ils sont adoubés, je crois qu'ils font la première partie d'Iggy, ils font la première partie de Van Halen, ils sont très vite embarqués par les grands anciens. Alors, ils font aussi une tournée avec des trasheux de l'époque, et là, l'harmonie, c'est un peu moins bien, parce qu'effectivement, devant un gros public, de gros fans de trash, évidemment, bon, Alice in Chains, ça reste un truc un peu différent, mais bon, ils sont dans le game, quoi. Enfin, de toute évidence, c'est un groupe spécial, déjà. Ils mettent d'accord tout le monde du côté des musiciens. C'est ce qui est fou. Alors, évidemment, on vient de parler de Lane, cette pépite, ce joyau, ce diamant, voilà, mais qui, dès le départ du groupe, est un être qui dégage une telle puissance flow en termes de voix, ça c'est clair, mais qui est aussi un être complètement pris par les addictions dès le départ du groupe, et qui va être un être assez fragile en fait, assez fragile, ce qui va compliquer les choses, mais même pendant leur grande lancée, il faut pas l'oublier. Mais à la suite de ça, on arrive 2 ans plus tard, donc vraiment le temps de juste d'écrire des chansons et de refaire un album, avec là un sommet de l'époque. C'est ça, c'est Alice in Chains, Dirt. On est en 92, et cet album, bon, pour beaucoup, c'est l'album iconique et classique. Dirt, qui a des joyaux en son sein. Moi, évidemment, par rapport à mon approche, Dirt est mon album préféré. Voilà. Et effectivement, encore une fois, si tu es fan de métal, tu t'y retrouveras. Si tu es fan de grunge, tu t'y retrouveras. C'est incroyable. Et là, c'est pas seulement Man in a Box, un gros hit, c'est un album avec des hits rock intemporels. Alors, messieurs, c'est pas simple, mais qui veut prendre la parole pour parler de son amour de Dirt? Je vais laisser Antoine commencer, vu qu'il m'a laissé commencer tout à l'heure. C'est un album quasi parfait, qui marque le début d'une évolution. Alors, ils ont fait un EP entre Facelift et Dirt. Ils ont fait un EP qui s'appelait Sap, sur lequel il y avait Got Me Wrong, qui était déjà aussi un gros tube qui tabassait. Dirt, c'est Facelift en plus. C'est plus varié. Entre ce qui est déjà du sludge, c'est-à-dire des très gros accords, quelque chose de très sombre, très puissant, et des choses qui vont être un peu plus rock, un peu plus éthérées, entre des morceaux à structure classique et des morceaux qui vont partir un peu dans tous les sens, d'une vraie créativité. C'est aussi un pas de plus dans la noirceur. On devient, du point de vue des paroles, dans le ton, on s'installe vraiment dans une morosité, qui correspond aussi aux addictions. Ouais. On parle beaucoup de celle de Stelly, mais ça concernait tout le groupe, en fait. Ouais. Lui était un écorché aussi, quelque part là, moins bien vécu, qui a pris le gros du truc sur la gueule. Il a beaucoup servi. Tu parlais de la dynamique avec Cantrell tout à l'heure.
Steely, une de ses importances, bon, évidemment, il y avait sa voix unique. Il y avait aussi le fait que, un peu à son corps défendant, c'est devenu la tête de gondole du bazar, alors que le créatif, c'était Cantrell, mais que Cantrell n'avait pas l'âme d'une tête de gondole. Il a mis très longtemps à s'ouvrir et à devenir un leader. Ça l'aidait bien, en fait, que Steely prenne la lumière. Le duo fonctionnait comme ça. Et alors, ça a peut-être brûlé très vite, trop vite, Steely, mais ça a permis à Cantrell d'ouvrir ses ailes. Bah, on va le dire. Il n'y a pas une chanson qui soit pas géniale. Là encore, le coup de poing vient tout de suite sur Them Bones, qui est une chanson extrêmement brève et vraiment, quand vous les aimez courtes et péchues, c'est un truc de maboule. Et puis petit à petit, ça enchaîne sur Damn That River, qui encore est un truc assez avec une certaine niaque. Et puis on rentre derrière sur des trucs plus tortueux, plus sombres, plus complexes, et alors après, bon, il y a Sickman, c'est quasiment de l'expérimental avec un texte qui est limite scandé. Enfin, là, on rentre dans la névrose bien profond jusqu'au genou. Down in the Hall, qui est aussi un peu dans la même veine, quelque chose de névrotique. Incroyable. Et puis il y a qui sera un single, qui sera un gros single. Down in the Hall sera il y a un truc. Et puis il y a Wood qui est ma chanson préférée. C'est un peu bateau, mais qui est ma chanson préférée d'Alice in Chains, qui est celle de Singles, qui est un truc bon. Et puis Rooster, qui est une chanson un peu trompeuse sur ce qu'est Alice in Chains, parce que peut-être un peu plus avec un edge un peu plus commercial, entre guillemets. J'aime pas trop ce mot en musique, mais peu importe. Mais qui est, quand on y réfléchit très bien, dans la façon dont elle raconte une histoire, c'est une chanson sur la guerre qui ressemble à aucune chanson sur la guerre. Et c'est ça qui est magique dans l'écriture et dans la façon dont c'est branlé. Donc, je sais pas, voilà, tu peux sortir Godsmack aussi, que j'aime beaucoup, à laquelle personne pense, mais que j'aime beaucoup. Enfin, chaque chanson de cet album est une pépite. Et ça a pas pris une putain de ride. Je trouve que le son ne fait pas vieux. Peut-être que c'est parce que je suis biaisé. C'est une possibilité. Enfin bon, voilà quoi, c'est Dirt. Voilà. C'est un chef-d'œuvre, Flo. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a vraiment là, encore une fois, on est sur quelque chose. En fait, comme disait Antoine tout à l'heure sur le facelift, il y avait une session que moi je trouvais cool. Il y avait une grosse session entre les morceaux du début d'album et les morceaux de fin. Là, on est sur quelque chose de vachement homogène. On est sur quelque chose qui est très dans sa globalité, qui se ressemble, à part Rooster. Mais je trouve que Rooster, elle prend plus je trouve, elle se révèle vraiment plus en acoustique qu'en électrique. Après, ce que j'avais remarqué quand j'avais lu, parce que ça c'est mon truc de lire qui a composé quoi, et en fait je m'étais rendu compte que sur Facelift, Cantrell avait composé, je crois, 75% de l'album tout seul, et Lane en fait avait bossé surtout sur des morceaux du genre Man in a Box. Là sur celui-ci en fait, ils ont quasiment tout composé à deux. C'est peut-être aussi ce qui joue dans le rouage, peut-être aussi pour ça quoi les mélodies sont plus accrocheuses et tout. Je pense que il avait vraiment un don, Lane, pour écrire des mélodies complètement folles. Et c'est vrai que là, moi, mon morceau préféré d'Alice in Chains, il est aussi dans cet album, c'est Down in a Hole, que je trouve exceptionnel, que je joue très souvent. Mais c'est vrai que c'est compliqué après d'aller piquer des morceaux dans cet album-là, c'est compliqué parce que ils sont tous vraiment très 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 bien écrits et ils sont vraiment tous très bien faits. Tout à fait, c'est compliqué et pourtant, Flo, s'il y a bien un morceau que les amateurs casual de Alice in Chains peuvent dire, c'est Would, comme le disait Antoine. Et Would, qui donc date de 92, hein, et Would, tu peux l'écouter donc maintenant, n'a pas pris une ride, est toujours aussi pertinent et performant aujourd'hui, et le sera encore dans 5 ans, le sera encore dans 10 ans, dans 20 ans, le sera toujours. Voilà, là on est sur un classique intemporel, et j'en veux pour preuve cet éternel revival qu'il y a par rapport à Would, c'est-à-dire que Would est toujours repris par des groupes. Dernièrement, il y a encore Metallica qui l'a repris l'année dernière. Il y a une vidéo justement qui est assez connue. Il y a Korn aussi, mais j'en parlerai plus tard, qui reprend Would. Alors, le reprend-il assez bien? Tu vois, moi qui suis un fan hardcore de Korn, tu me connais, Flo, je trouve qu'ils ont
c'était peut-être les meilleurs pour faire la reprise, mais qu'il il manque un truc. Et comme quoi, c'est une chanson ultra difficile à reprendre. Donc, Would, pourquoi ça marche autant? Est-ce que il n'y a pas quelque part dans Would l'origine de peut-être tout un mouvement, enfin tout un rock des années 2000? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Je pense déjà que Would, l'ancêtre de Would, c'est Man in a Box, en fait. Parce que si on prend, en fait, la construction du morceau Ouais. est faite exactement de la même manière. Un couplet un peu plus mid en termes d'intensité, un peu plus mou, un refrain qui attaque très très fort. La seule chose qu'ils ont fait, du coup, qu'ils ont rajouté, c'est que dans Wood, le couplet est beaucoup plus accrocheur que le couplet de Man in the Box, qui était un plus, bon, il se passe quoi après? Si la première fois que tu écoutes le morceau, tu te dis, bon, il va se passer quoi après? Parce que c'est assez étrange. Une fois que tu t'es pris le refrain, t'acceptes le couplet et c'est ok, tout est gagné. Par contre, Wood, déjà, le couplet est très très bien. Donc, de base, je pense que l'ancêtre, c'était Man in the Box. Ils ont dit, attends, on va essayer de garder cette recette, on va la mettre un petit peu au goût du jour. Et c'est vrai que ils ont vraiment apporté quelque chose. C'est un morceau qui a influencé énormément de groupes. Quand tu vois justement que Metallica, qui n'ont jamais eu besoin d'Alice in Chains à l'époque, ils reprennent un morceau d'eux. C'est pour moi, c'est un petit peu comme quand Johnny Cash reprend du Nine Inch Nails, tu vois. C'est genre, attends, un mec qui est implanté à ce point-là va reprendre un truc d'un petit genou là. Waouh, c'est donc ouais, je pense que t'as raison. Je pense que c'est un morceau qui a influencé énormément la scène. Encore une fois, les lyrics sont complètement ouf et donc je pense que ça parle aussi pas mal. Tout à fait. Antoine. Et puis là encore, dans le refrain de Wood, là encore, il a ce timbre éraillé et il arrive à mettre une puissance complètement dingue derrière, arriver à faire les deux à la fois. Enfin, c'est un truc. Enfin, alors je suis pas du tout l'expert vocal que t'es, Flo, mais moi ça me fait toujours délirer d'entendre ça, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Regarde, j'ai mis une photo du jeune, il avait ses petites dreadlocks du jeune Lane Staley. Voilà, après il aura les cheveux gominés et tout ça, mais là il est jeune, Il il a est beau, il est beaucoup changé de coupe. Il a beaucoup changé de coupe, ouais. Les jeunes, il est fringant et il est en forme. Justement là, toi, le Flo, en tant que coach vocal, comment tu En tant que pourrais... chauve. C'est chaud, hein, ce que je te demande, mais comment t'arriverais à nous décrire ce talent? Mais en fait, je pense déjà, il avait pas trop conscience de ce qu'il savait faire, je pense. En tout cas, au début d'Alice in Chains. Parce que il est connu pour avoir déjà une amplitude vocale super, super large. Il était capable d'aller très, très bas. Je pense qu'il devait tourner, j'ai jamais rien lu encore sur lui, mais je pense qu'il devait tourner entre 4 et 5 octaves, à mon avis. Il avait une amplitude vocale très, 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 très large. Je saurais même pas te dire, pourtant, normalement, quand j'écoute quelqu'un, j'arrive à te dire, ok, lui, il serait plus ténor, lui, il serait plus, je sais pas s'il est plus ténor ou baryton, en fait, parce que il peut aller vraiment bas, il a l'air d'être à l'aise dans les graves, il a l'air d'être très à l'aise dans la hauteur aussi, mais ce qui fait tout chez lui, c'est le côté, il monte du coup assez haut, il a cette voix saturée en fait qui attaque et en plus de ça, il se place, surtout dans Wood du coup, il se place comme il veut. Alors là, il a une rythmique très dans ce refrain-là, il a une rythmique très bizarre en fait. Il met ses notes un petit peu comme il veut, tu vois. Donc, je pense qu'il était avant-gardiste. Je pense qu'aussi qu'il s'en foutait. Ça doit aussi pas mal jouer. Je pense qu'il s'en tapait un petit peu et qu'il essayait des trucs et qu'il avait pas peur parce que. En plus de ça, dans cet album-là, je crois qu'il a été produit par le même producteur que le premier, sauf que la seule différence, c'est qu'ils se sont auto-produits aussi sur cet album-là. Donc du coup, ouais, je pense qu'ils sont un petit peu amusés et que les gars de son groupe avaient confiance en lui. Donc ça joue beaucoup. Hein. Une fois que tu commences que ton groupe te fait pas confiance ou qu'il y a ce côté genre attends, qu'est-ce que tu fais là? En général, tu mets des barrières. À la guitare, c'est différent, tu vois. Le chant, c'est quelque chose d'assez personnel qui vient de toi. Ton instrument, c'est ton corps. Donc je pense que ouais, il était en confiance quand même hein, et il arrivait à faire des choses exceptionnelles vocalement. Pour moi, c'est un alien. Hein. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un d'excellent
J'ai jamais, à part Chris Cornell, du coup, il y a jamais personne qui m'a foutu autant de frissons que lui. Tu vois. J'ai pas entendu sa carrière d'avant, mais avant, il a fait du funk et il a fait du glam. Il s'est vachement cherché, en fait. Et j'ai pas entendu ce que donnait sa voix dans ses précédents projets, mais c'est probablement un type qui pouvait faire un peu ce qu'il voulait dans n'importe quel univers rock. Enfin, voilà, n'oublions pas, voilà, avant c'était du funk et encore avant c'était du glam, ce qui peut faire délirer quand on identifie la voix de Len Staley véritablement à un genre qui est le grunge, quoi que ça veuille dire. Tout à fait, c'est vrai. En fait, ça m'étonne pas trop puisque avec sa voix, quand il est dans les aigus, ça résonne beaucoup dans le nez et du coup ça sonne comme les Guns en fait. Axl Rose, c'est la même chose. Il fait tout résonner dans le nez. C'est aussi un chanteur que j'adore, mais du coup, ça m'étonne pas. Moi, je pense que l'entendre chanter du Guns, ça aurait pu être vraiment, vraiment bien, quoi. Effectivement. Et donc, cette période Dirt est une période de summum. L'album est un album référence qui reste en plus, qui dès sa sortie, on comprend que ça restera dans l'histoire. Il y a une tournée qui suit ça. Alors bon, je pense qu'on regrette tous, les trois on regrette tous de ne pas avoir une DeLorean pour voir cette fameuse tournée, puisqu'après on arrive en 94 et les addictions de Lane ont toujours continué, se sont aggravées. Lane est d'autant plus fragile, mais arrive un autre album. Et là, moi, en tant que casual, on peut dire, par rapport à Alice in Chains, c'est un album que je ne connais pas, sur lequel je ne me suis pas encore penché, mais j'aimerais avoir votre avis. Parce qu'en 94 arrive un album qui va être un petit peu le symbole d'une vie compliquée pour les Alice in Chains. Je vous le montre tout de suite, c'est Jar of Flies. Jar of Flies. Voilà, alors, vas-y Antoine, comment tu pourrais me le décrire? C'est assez indescriptible. Alors, il y a déjà cette capacité d'Alice in Chains à jongler entre le son métal classique et l'acoustique. Et là, ils mettent un coup. En général, c'est souvent une nuance entre LP et EP. Et Jar of Flies, c'est un EP en fait. Il y a 7 titres. Ils sont allés en studio une semaine et ils ont fait un peu ce qu'ils ont voulu de manière très expérimentale. Et alors, on refranchit un cran dans le malaise. Et là, le malaise, il est musical et il est génialement produit, c'est-à-dire que c'est des choses soit de blues, soit de ballades un peu plus classiques, soit même de swing quand tu prends la dernière chanson, mais en ajoutant toujours un truc un peu malaisant. C'est-à-dire, t'es jamais complètement sur tes appuis, t'es jamais complètement à ton aise en écoutant ça. C'est pas toujours la voix. C'est aussi là qu'on voit que en instrument, dans tout ce qui était instrumental, Cantrell derrière était assez malin pour instiller ça. C'est leur premier numéro 1 au Billboard. Il sort d'entrée numéro 1 parce qu'ils étaient sur la réputation qu'ils avaient acquise dans Dirt et ça explose sur Jar of Flies. Voilà. Et c'est acoustique. C'est ça qu'il faut bien être capable de se dire. C'est-à-dire que quand on a découvert Alice in Chains en entendant Wood, on hallucine un peu quand on se retrouve dans cet univers-là. Et c'est dire l'ampleur, en fait, assez incroyable qu'avaient ces types. Là encore, 7 morceaux en commençant par Nutshell, qui est un modèle de ballade mélancolique. Enfin, c'est un truc, une émotion complètement folle, jusqu'à du swing. Enfin, moi voilà, c'est là encore 7 titres, c'est très ramassé, il y a rien acheté, c'est merveilleux. Voilà. Que rajouter? Voilà. Peut-être Flo, tu veux rajouter quelque chose sur Jar of Flies? Je vois que je suis tout à fait d'accord. Je suis vraiment d'accord et en plus ouais ils sont quand même en plus de ça sur une dynamique où encore une fois ils laissent pas énormément de temps entre leurs albums. Hein. Ouais, À peu près 2 ans. Donc ouais, je trouve que non, moi je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Tout est bien fait pour ouais, ce côté malaisant, c'est exactement le bon terme. Les bands qui sonnent qui sonnent à moitié faux et en même temps c'est pas faux. Tu dis oh là, tu vois, faut être couillu quand même pour le faire. Parce que si tu le fais pas bien, ça sonne faux et tout le monde vomit. Voilà. Mais ce qui explique que ça soit un EP 7 titres, c'est aussi la fragilité de l'addiction et physique de Lane, qui peut pas donner
grand chose de plus à mon avis, puisque de cette sortie, il n'y aura pas de tournée. Alice in Chains ne va pas tourner, ne va pas labourer le terrain du public, et ça c'est quand même assez rare pour être dit, parce que bon, c'est un groupe déjà culte, mais qui ne tourne plus à leur troisième album, et on se dit merde, qu'est-ce qui se passe? Et donc de là, on va arriver à l'année 96. Mais le truc, c'est que s'ils n'ont pas tourné aussi, c'est aussi parce que Lane, il avait un autre projet, en fait. Il était en train de bosser aussi sur un autre album qui sortait à peu près juste après, en fait. Oui, mais qui a fait questionner un petit peu l'avenir d'Alice in Chains aussi. C'était sûrement pas simple de bosser avec ce mec-là. Alors, parenthèse aussi, juste avant Jar of Flies, il faut une collaboration à la soundtrack de Last Action Hero, comme AC/DC. Last Action Hero est un film merveilleux à beaucoup d'égards, notamment à cause de la musique. Oh, oui. Et alors, autre façon de faire une espèce de doigt à tout ce qui est attendu, le tube qu'ils font pour Last Action Hero, c'est de la sitar. C'est-à-dire la gratte, la gratte de Cantrell, c'est de la sitar. Sur What the Hell Have I, il y a un riff complètement d'Alien et qu'ils ont fait passer dans Last Action Hero, parce que AC/DC, ils ont fait du AC/DC. Ouais. Bon, Alice in Chains, ils ont fait de la sitar. Voilà. Tout à fait. C'est vrai. Bien, t'as bien fait de nous le redire. Et donc arrive en 96 et arrive ce moment, tu sais, ce que j'aime beaucoup aussi dans les grandes histoires des grands groupes, c'est qu'ils ont toujours leur moment Rocky, tu vois, leur moment où la renaissance, tu vois, il y a toujours un moment cristallisant, tu vois ce que je veux dire, hein, tous les groupes et les artistes qu'on aime. Et ben là, il arrive pour eux. Et ça se passe à MTV. Je le montre tout de suite avec le Unplug de MTV. Alors MTV à l'époque, le Unplug de MTV, c'est cette émission à la fois ultra importante parce que c'est une performance, tu dois pas te louper, et en même temps c'est iconique. Il y a déjà eu, bien sûr, Nirvana qui l'a fait, et ça, mondialement, c'est un moment iconique de l'histoire du rock, hein, le Unplugged de Nirvana. Évidemment, Pearl Jam l'a aussi fait, d'autres artistes, ce principe de venir et de jouer qu'en acoustique. Voilà, on se débranche, on débranche les enceintes, on ne joue qu'en acoustique, on fait un set qu'en acoustique. Et arrive Alice in Chains, et pour moi, donc m'y suis penché sur le tard, alors que je suis un enfant d'MTV et du Unplugged. Bah, je vous le dis clairement, je vous l'ai déjà dit à vous, mais je vous le dis clairement, c'est le plus grand Unplug que j'ai jamais entendu, alors que je respecte énormément celui de Nirvana qui m'a construit, mais le Unplug de Alice in Chains, c'est incroyable. C'est incroyable. Et tout est iconique, jusqu'à l'entrée de Lane, qui arrive, mais de façon presque autiste, hein, presque autistique si je puis dire. Hein. Il est avec ses lunettes noires, il arrive maigrelet, il vient comme ça s'asseoir, mais comme un autiste, et il ouvre la bouche pour chanter, et là c'est fini. Là c'est fini. C'est une claque, c'est exceptionnel, et qui te permet de redécouvrir tout leur songwriting. Wood, Nutshell, t'en as parlé, Down in a Hole, qui est incroyable en version acoustique. Bref, le Unplug, pour moi, c'est la touche finale d'Alice in Chains qui vous dit « Nous sommes un groupe qui restera dans l'histoire ». Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Allez, Flo. Ça a bugué, excuse-moi. Ouais, moi je trouve que là-dessus je suis assez d'accord. C'est un truc. C'est le plus beau. Je pense que ouais, c'est le plus beau de l'histoire de l'Unplugged, mais c'est aussi une des plus belles performances d'Alice in Chains parce que ils ont quand même fait. Surtout qu'ils revenaient d'un moment pas ultra cool puisque ils avaient sorti l'album juste avant Alice in Chains qui avait un petit peu moins marché. C'est vrai. Et du coup là ils sont revenus avec quelque chose d'énorme une prestation folle avec Lane qui débarque défoncé comme jamais parce que le seul moment où il enlève ses lunettes limite on voit ses yeux ils font des tours hein. Le mec
Le mec, il est pas bien du tout, du tout. Et pourtant, il fait des trucs complètement fous. Je me rappelle juste d'une chose, c'est que quand la première fois que je l'ai écouté, j'ai été déçu d'une chose. C'est qu'il n'est pas Man in a Box. Mais en même temps, en réfléchissant, je me dis comment la faire en acoustique. En unplugged. Ouais, ça aurait été un peu bizarre. Après, ouais, j'ai versé des larmes sur Down in a Hole en acoustique qui est incroyable. Wood en acoustique, elle est folle aussi. Nutshell, Roster. Enfin, ouais, je suis d'accord. Et tu vois, Flo, pour un mec comme moi qui était pas, qui avait des manques par rapport à Alice in Chains, le Unplug m'a définitivement fait comprendre la place, euh, la, la place importante de Jerry Cantrell dans le groupe et en quoi c'est aussi son groupe et en tout ce qu'il a apporté. Là, ça m'a sauté aux yeux, ou plutôt sauté aux oreilles, tout ce que Jerry Cantrell a apporté et toute sa patte. Et le Unplug me l'a révélé. Et toi, Antoine? Alors, c'est que là, t'en avais parlé, Captain. Moi, j'étais pas tout à fait dans la culture MTV. Et c'est un album que j'ai entendu du trait CD et que j'ai réécouté avec attention, pour être tout à fait sincère, après cette émission. Okay. Voilà, pour mon histoire avec le plug d'Alice in Chains, c'est comme ça. Plutôt une culture d'album studio, plus live en général. Moi, j'achète encore des CD, mais c'est des CD d'album studio. C'est comme ça, je suis câblé comme ça. Alors là, j'ai fait mes devoirs. Effectivement, comme Flo l'a rappelé, il vient après Alice in Chains, qui est un album où ils descendent encore dans la noirceur. Vraiment, juste pour leur situer, vraiment, l'album avec le chien à trois pattes, là, ça va pas du tout. Et la voix de Lane est en retrait. C'est un changement très important par rapport à Alert. C'est-à-dire que là, dans les harmoniques avec Jerry, ils sont à égalité quelque part. C'est quasiment une seule voix, en fait. Et on a l'impression que petit à petit, Lane se dissout. Il y a un côté baroud d'honneur. J'aime bien ton expression, Momoroki, parce que dans ce Unplugged, il reprend cette espèce d'ampleur qu'on lui connaissait. Alors effectivement, il est blafard. Il va pas tenir debout. Il est spectral. C'est un truc. Enfin, quand il arrive et qu'il dit, je crois que c'est après Nutshell, il dit, on est très content là. Mec, je ne crois pas du tout quand tu dis ça. Je te crois pas du tout. Je crois pas qu'il ait été content. Mais cela dit, il donne un truc qui est dingue. Il y a des harmonies. Alors, je vous recommande beaucoup la deuxième Brother qui est sur SAP, leur deuxième EP. Les harmonies entre les deux, c'est complètement fou. Sur le deuxième titre, enfin, moi, ça me tire des larmes. Enfin, vraiment, tellement c'est beau. Ils arrivent à faire Sludge Factory qui est sur Alice in Chains. Ils arrivent à la faire Unplugged, je sais pas comment. Là encore, ça m'a beaucoup marqué. C'est une chanson qui rappelle beaucoup Symphony of the Universe pour moi de Sabbath. Et ils la font typiquement. Il y a un moment où j'ai tiqué parce que on a rappelé que parfois ils sont à la limite de la fausseté au sens noble du terme. Je pense qu'ils sont du mauvais côté de la barrière sur une chanson qui est pas simple, qui est Even Beside You de l'album Alice in Chains justement. Là, j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui allait pas. Je suis sorti de la chanson alors que alors après, peut-être que c'est pas de la fausse que je sors. Et Wood, bon, évidemment, on y retourne. C'est un moment très émouvant. Alors, n'oublions pas non plus deux trucs qui ont avant-dernier titre, Over Now, qui est le dernier titre de l'album Alice in Chains, qui est une façon presque gaie de parler disparition, mort, suicide. Où là, c'est le début de la dissolution de Lane. Et sur le dernier titre, c'est un inédit, donc The Killer Is Me. Quelque part, il se met en retrait. Le spot n'est plus sur lui, il est dans l'ombre. Et c'est Jerry qui a la voix de lead singer. Et lui ne fait que reprendre les harmoniques. Donc il y a une espèce de passage de témoin symbolique complètement dingue sur ce dernier morceau. Tout à fait, t'as raison. Effectivement, de tout ce que tu dis, on a eu des petits problèmes de connexion. On n'a pas Terry Date qui est avec nous pour le son, mais on s'en sort quand même, ne vous inquiétez pas les amis. Tout à fait, effectivement, ce passage symbolique, je suis complètement d'accord avec toi. Mais de là, en fait, mes amis, comment pourriez-vous nous parler de cette dernière période d'Alice in Chains avec Lane, c'est-à-dire 96 jusqu'à malheureusement sa disparition en 2002.
Comment vous percevez ce groupe dans cette fenêtre de temps? Mais moi, je pense qu'il devait y avoir un souci déjà, en fait. Oui. Je pense qu'il devait y avoir un gros problème entre eux parce que déjà, comme on disait sur l'album qu'on a sauté, Alice in Chains, il y avait beaucoup de morceaux qui étaient plus du tout écrits enfin, les paroles étaient écrites par Lane, mais la musique plus en fait. Donc ça explique pas mal de choses. Il y a eu l'album du super groupe Man Season avec Lane au chant qui était sorti. D'ailleurs, au passage, pour ceux qui aiment le blues, c'est un album vraiment exceptionnel. Et on avait l'impression qu'il devait se passer un truc pas cool parce que il paraissait de plus en plus dépressif. Sur Mad Season, on l'entend, on voit les paroles et tout. On sent quelque chose. Sur l'album Alice in Chains, on capte que wow, il est pas là en fait. Comme disait Antoine, on a l'impression qu'il est pas là. Et il vient faire de la figuration. Il arrive, il est en retrait et tout. Et c'est comme si, c'était la nouvelle lune de miel du Club Plug, tu vois, j'essayais de se rabibocher, qui essayait de faire quelque chose. Alors je connais pas vraiment l'histoire du groupe à ce moment-là, mais j'ai l'impression qu'il se passait un truc pas cool, tu vois. Et après les addictions, ça aide pas. Hein. Mais donc ouais, je sais pas si ça va pas justement après, si ça s'est pas découlé justement de son décès, parce qu'en fait c'est un peu ok, mais ça va mon pote, machin, ça va aller, puis en fait il sombre, et puis voilà. Ouais, il y a une sorte de divorce lancinant entre Lane et Jerry et le reste du groupe. Le bassiste était un peu entre les deux d'ailleurs. C'est déjà le nouveau bassiste à l'époque. Oui, mais l'ancien est quand même dans le crew, il va chez Lane, enfin il l'aura pas aidé, je pense. Le mec n'aura pas aidé. Mais ce que je voulais vous dire, après ce 96 et cette période 96-2002 où Lane disparaît, en fait, ce que moi, en tant que fan à l'époque, je n'ai pas perçu, mais qui est criant de vérité maintenant quand je me replonge par rapport à cette fenêtre temporelle, c'est que ce groupe donc vit une sorte de marasme et de divorce inconscient, mais en fait, leurs progénitures sont déjà toutes là. Je m'explique. Je vais vous mettre un album qui a rien à voir avec... Enfin, qui a rien à voir, si. Qui a rien à voir avec le groupe, qui est un album de Staind. Qui est un groupe que j'aime bien. Tu vois, Staind, son premier album, c'est 98, si je me trompe pas. Et là, 2001, ils sortent ce truc qui va être énorme en Amérique. Break the Cycle, je peux vous le dire. On a vécu... c'était... Enfin... Les morceaux étaient ultra populaires, mais sauf que Staind, c'est quoi? Mais c'est des mecs ultra influencés, voire c'est des rejetons inconscients d'Alice in Chains. Donc il n'aura même pas fallu véritablement une décennie complète pour que plein de groupes qu'on croyait à l'époque un peu affiliés au new metal et tout ça, non, en fait c'est pas... Non. Leur vraie origine, c'est que c'était des fans d'Alice in Chains, et déjà 98, 99, 2000, 2001, 2003, ce n'était que des rejetons de Alice in Chains. Il y a eu un genre en fait qui était du sous Alice in Chains à cette période 2000. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma théorie? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Alors, ces groupes-là, je les connais moins. Oui. En revanche, Influence, bien sûr. Bien sûr, il faut pas oublier, c'est pas un groupe donc qui aura eu dans sa première période une durée de vie si longue que ça. Pour autant, ils auront été 2 fois numéro 1 du Billboard. Ils auront beaucoup marqué culturellement leur époque. Alors, autre moment pop culture rigolo. Après Last Action Hero, Got Me Wrong, qui est une chanson donc de leur deuxième EP, passe sur la BO de Clerks, qui est un film complètement mythique de cette époque-là, que je vous ferai pas l'injure de vous présenter, mais ils sont sur la BO de Clerks. Ça vous marque encore le côté marqueur culturel de ce qu'est Alice in Chains à cette époque-là. L'influence, oui, bien sûr. Enfin, une fois de plus, je connais moins ces groupes-là, mais c'est un truc que j'ai bien dans l'oreille, le côté, voilà, le fait de se revendiquer d'Alice in Chains, qui est un son, qui est un style, qui est, etc. Oui, sans souci. Et toi, Flo, justement, t'es d'accord avec moi, tous ces rejetons inconscients d'Alice, enfin, inconscients, pas vraiment, parce qu'ils en faisaient des reprises d'Alice in Chains, comme par exemple Staind, pour moi, est vraiment
comment dire, la figure du groupe sous influence Alice in Chains. Ouais, complètement, mais moi je trouve que ça va même plus loin. Stand, par exemple, leur morceau le plus connu, je sais plus c'est quoi le nom, mais It's been a en while. fait, je crois que c'est ça. Il est sur la même grille d'accords que Down in a Hole en fait. Voilà. Donc voilà. Après une grille d'accords, c'est comme tout. Enfin, on n'invente pas de nouveaux accords, mais c'est quand même, ça parle quand même. Après, c'est après surtout cette culture. Si je dis pas de bêtises, c'est après tout ce mouvement grunge aussi que les chanteurs de néo-metal sont arrivés en articulant plus du tout dans leur micro pour avoir l'air d'être fatigué, tu vois. C'est quand le chanteur de Korn fait I can see, I'm going blind. T'aurais jamais entendu, je sais pas moi, Ozzy Osbourne ou Bruce Dickinson dire Run to the hill, tu vois. Ils avaient instauré un truc, genre la voix du mec défoncé, fatigué, triste et machin, ça vient du grunge. Enfin, selon moi, ça vient du grunge. Hein. On peut me dire si je me trompe, mais moi, j'ai toujours eu l'impression que ouais, ils ont apporté plus que des jeans troués et des dreadlocks. Je pense qu'ils ont apporté un côté sombre, en fait. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, dans les paroles, c'est très clair aussi. T'as la prononciation, tu l'as dit. Puis aussi, voilà, le new metal, toute la partie dépressive, la partie voilà problème interne, de personnalité, etc., etc. Avant ça, quand même, le métal, ça parlait d'histoire de dragons ou de diables ou de etc., etc. Quand tu schématises 2 secondes ou de guerre ou de girls avec Motley Crue ou de girls quand tu fais du glam, mais ce que va apporter cette séquence grunge dont Alice in Chains, c'est la partie très introspective, très dépressive de cette musique, et le new metal, bah, ils s'en sont très très largement inspirés. Voilà, c'est ça de toute évidence. Tout à fait. Je pense même que son fils spirituel, c'est Chester Bennington. Hein. Ah ouais. Vraiment, écoute, je l'ai jamais entendu chanter du Alice in Chains, mais je suis persuadé que ça aurait dû être lui, le nouveau chanteur d'Alice in Chains. Bon, ah bah du coup, maintenant, compliqué, tu vois, mais... Ouais. mais ouais, il a un peu la même façon de chanter, en fait. Ce côté très énervé, très haut et très mélodieux quand même. Tout à fait. Tout à fait. Alors, voilà, on parle pas de c'est pour ça aussi, pourquoi je voulais parler des groupes qui prenaient Alice en référence, c'est pour vous montrer qu'on parle pas de n'importe qui, quoi. On parle véritablement d'un moment rock, d'un groupe qui représente un moment rock qui a tout changé. Alice in Chains a tout changé et il faut le reconnaître. Et mort de Lane en 2002, et donc arrêt du groupe, enfin, je veux dire, il a tellement imprégné, sa voix, sa personnalité a tellement imprégné le groupe, qu'on se dit, c'est ce genre de groupe, s'ils perdent leur frontman, c'est fini. C'est fini. Voilà. Donc quelques années se passent, et c'est pour ça que je vous ai mis, ici, je vous ai mis 2 photos qui représentent les 2 périodes, parce que il y a la période avec Lane et la période avec la photo en noir et blanc du nouveau groupe. Ils vont se refonder avec un nouveau chanteur, pari risqué, et là donc, je vous laisse la main mes amis, ce nouveau Alice in Chains, comment déjà vous avez accepté l'idée, parce qu'il y a des fans qui étaient plutôt rebutés par rapport à ça, comment vous acceptez l'idée, et puis comment vous avez perçu ce nouveau chapitre? Ça s'est fait facilement déjà. Enfin, vas-y Flo. Excuse-moi. C'est vrai que du coup, ouais, déjà bon, il s'était passé 7 ans sans passage studio. Ouais. Donc il y a eu le temps de faire son chemin. Après, du coup, il faut pas oublier aussi que c'est là qu'on remarque aussi que Jerry a une énorme place au chant, parce que quand on écoute l'album, on reconnaît Alice in Chains. Alors c'est bizarre parce que leur nouveau chanteur n'a pas du tout la même voix. Il n'a pas du tout la même voix et il essaye d'y venir, mais il est pas, enfin c'est pas Lane quoi. Après, en plus de ça, il joue encore plus sur le terme fausseté, un peu le terme malaisant encore une fois. Genre sur des morceaux comme Check My Brain, il s'amuse à faire un riff total avec ce qu'on appelle des bends. En fait, c'est quand on tire sur la corde de guitare.
pour que ça sonne un petit peu faux. Donc on arrive sur un riff qui est simple, et eux ils tirent. On a l'impression vraiment, on est défoncé, il y a tout qui tourne quoi. Et du coup, ouais, je trouve que cet album il était cool. Comme tout le monde, quand je l'ai mis, j'ai dit voilà, je suis pas totalement serein là à l'idée de réécouter du Alice in Chains là, mais c'était une bonne expérience. Moi je trouve que c'était une belle chose d'avancer sur un nouveau Alice in Chains, carrément. Et toi, Antoine? Franchement, alors ils ont pas. J'aime bien comparer les deux. C'était vraiment à deux pôles opposés. Quand AC/DC perd son chanteur, alors qu'ils sont enfin arrivés au top du hip-hop. En gros, ils se posent pas la question quelque part. La machine, elle est lancée, et il est évident pour les frères Young qu'il faut quelqu'un pour succéder à Bonne, même si Bonne était fondamental. C'était pas le problème. Il fallait que la machine continue. C'était une question de survie. Effectivement, Cantrell, il a des projets solo. Les membres s'égaient un peu chacun de leur côté. Il commence à rejouer à trois avec d'autres chanteurs pour des tributes, pour des trucs comme ça. Mais il y a rien de très rien ne dit qu'ils vont retourner en studio. Et c'est une affaire derrière d'opportunités. Je crois que Duval, à l'origine, est le chanteur d'un groupe qui fait la première partie du projet solo de Cantrell à Los Angeles, quand Cantrell est allé s'installer à LA. Et petit à petit, parce que le courant passe, parce que les types s'apprécient, etc., etc. Il n'y a pas la transition, elle est relativement douce. Il y a même un moment, il y a une bizarrerie pendant la transition où Phil Anselmo de Pantera vient chanter Wood avec les trois autres. C'est un moment de télé, c'est un truc assez dingue. Enfin bon, mais à l'origine, c'était pas du tout écrit que le truc continue. Ils allaient peut-être pouvoir continuer à rendre des hommages, mais sans pour autant. Et puis voilà, l'histoire de la reprise d'Alice in Chains, c'est aussi la guérison de Cantrell. C'est-à-dire que les mecs ont vieilli, les mecs qui ont survécu ont dû supporter la mort, évidemment, de Staley. Une mort horrible, hein. Le mec, on l'a retrouvé 15 jours après son OD dans son appart. Il voyait plus personne, 15 jours. Il voyait plus personne. Il est mort au fond d'un trou, littéralement, pour reprendre la chanson préférée de Flo. Donc, ils ont dû encaisser ça, ils ont tous grandi, ils ont tous mûri. Et Cantrell, ben voilà, il s'est remis sur la bête. L'album, le nouvel album, Black Gives Way to Blue, ils l'ont produit avec leurs sous. Hein, je crois que c'est à l'origine, c'est le batteur dont j'oublie toujours le nom et Cantrell qui ont mis les thunes pour pouvoir fabriquer l'album. Et c'était pas une affaire de label, c'était une affaire de thérapie perso parce qu'ils le sentaient, parce que et en effet, ils sont d'abord tombés, je crois. D'ailleurs, ils ont pas fait 50 castings. Duval, ça allait très bien parce que la personnalité fitait, parce que ça allait, parce que le type était bienveillant, pas névrosé, etc. Ça change de style. Duval a l'air d'être un mec relativement sain, même s'il vient de la scène punk et même si c'est probablement un type qui a aussi ses valises. Bon, on est moins dans l'univers dépressif, on est moins dans le. Bon. Et quelque part, je trouve l'album. Alors, en plus. Pour ajouter à la complexité du pitch, il y a quand même Elton John au piano sur un morceau d'hommage à Alan Staley. Quand même. N'oublions pas qu'Elton John, que Cantrell a toujours cité comme une inspiration musicale importante. Il n'y a pas que Black Sabbath. Mais tous les ingrédients sont réunis pour faire un truc horrible et l'album, il est merveilleux. Voilà. Il est merveilleux. C'est pas Dirt, mais c'est un album formidable, travaillé, bossé, profond. Où Duval, qui n'a pas les qualités vocales de Staley, en apporte d'autres. Je trouve ça, moi, c'est un album que j'adore. Je l'ai réécouté pour le podcast. Dans les circonstances dans lesquelles il a été pondu, je le trouve fabuleux. Voilà. Tout à fait. Tout à fait, Flo. Tu nous entends, Flo? Alors, si je vais rajouter un truc dans l'intervalle, histoire on passe en même temps qu'on zappe d'une voix lead à une autre, parce que les nouveaux morceaux, c'est Jerry qui les lead. Duval, lui, sur scène, reprendra les parties de lead vocals de Staley. C'est comme ça qu'ils se sont partagés le travail. Les nouvelles chansons, c'est Cantrell qui sera au lead, pour la plupart d'entre elles. Autre changement important dans le fond, on passe d'une influence
dans le côté doom metal, les riffs très lourds, etc. On passe de l'influence de Sabbath à un côté on passe de Black Sabbath au Black Album. Je trouve qu'à partir de à partir de 2009, les gros riffs, on est plus dans un esprit un peu plus moderne, un peu plus Metallica Black Album sur les riffs qui tapent. Voilà, on est plus basculé sur ce son-là. Voilà. Flo, est-ce que tu nous as retrouvé? Mais c'est vrai que du coup, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait du Black Album. Il y a un côté plus genre Set Buttrow, Check My Brain. Tu vois, il y a un côté très puissant avec un riff très très simple. En plus de ça, moi cet album-là, je le trouve limite mieux que l'album Alice in Chains, du coup, où on sentait qu'il y avait que Lane était en retrait. Et puis il y a autre chose aussi d'assez commercial, je pense, qui s'est fait dans la tête de Cantrell aussi, tout simplement, qui en 98 il avait sorti son album solo ou un EP solo. En 2002 il a ressorti un album solo et il s'est rendu compte que s'il n'avait pas le nom Alice in Chains, ça marche pas bien. Donc du coup en fait il est aussi revenu, je pense aussi avec un album en disant mais en fait pourquoi je fais ça? Alice in Chains c'est moi aussi, ça fait partie de moi, je l'ai créé. Pourquoi je proposerais pas ma musique sous le nom Alice in Chains et pas en album solo? Et en fait, ça a fonctionné parce que c'est ses morceaux, c'est lui qui a tout composé. Donc ouais, je trouve que c'était une bonne chose cet album et que ça apporte quelque chose à la discographie du groupe de vraiment vraiment très très cool quoi. Voilà. Et on sort un peu du trou parce que les paroles sont un peu moins sombres. T'es pas chez Coldplay, hein, mais les paroles sont un peu moins sombres. Il y a une chanson qui s'appelle Your Decision, où c'est l'histoire de quelqu'un qui souffre, mais qui choisit de ne pas mourir. Attendez, on est quand même en progrès. Hein. Dans la thérapie, on est quand même en progrès. Ah, il y a eu un step. Il y a eu un step. L'état d'esprit a un peu changé. Ouais. On n'est pas encore à Yellow, hein, mais j'aime le tacle bien placé. Voilà. Mais pour vous dire aussi, cette période-là, il y a deux ans de cela, je vais vous dire, parce qu'il y a une. Donc à l'époque, je m'y remettais un tout petit peu avant de m'y remettre complètement grâce à Antoine. Mais je me souviens, j'avais quelques amis, à cette époque-là, j'étais dans une autre ville du Midwest canadien, et j'avais des gens autour de moi qui pensaient passer la frontière parce qu'il y avait une grosse tournée de stades, notamment d'été, qui comportait, je vous montre tout de suite l'affiche, qui me comportait Korn et Alice in Chains. Et donc, quand je discutais avec ces gens-là qui me disaient, donc je lui dis, tiens, pour Korn, et eux me disent, non, attends, Alice in Chains. Alice in Chains, voilà, ils y allaient pour ça. Et c'était une grosse tournée, justement, qui vous dit, comme tu l'as dit, Flo, le nom, la marque, la fabrique Alice in Chains, c'est quelque chose d'extrêmement important pour tous les amateurs de rock en Amérique et notamment qui ont vécu ces années 90. Mais donc, tu as eu l'occasion de voir cette nouvelle formation, Antoine, un an plus tôt, toi, en 2018. Et quel souvenir en gardes-tu? Je sais pas si Flo a vu en concert. Si tu l'as vu, tu nous en parleras aussi. Alors, il faut resituer. En fait, je regrette un peu les conditions dans lesquelles je les ai vus. Je m'explique. Ok. J'étais dans l'axe de la grande scène sur laquelle allait se produire Iron Maiden. Je m'étais prépositionné à fond parce que je voulais être bien placé pour Maiden, et donc j'étais un peu en décalé par rapport au stage de Les Chains. Okay. Voilà, j'admets. En plus, je commençais à être fatigué. Pépé, il était fatigué après 3 jours de festival. Hein, il commençait un peu à avoir mal au dos. Donc, il gardait ses forces pour Maiden. Donc, je regrette un peu de ne pas avoir assez prêté attention au concert que j'ai revu après coup. La playlist, c'est essentiellement des chansons de l'époque Lance Staley. Le concert dure 1 heure. Okay. La playlist est vraiment très bonne, avec plutôt des chansons qui tapent. Hein. Ils n'allaient pas faire Nutshell au Hellfest, ça n'avait pas de sens. Ouais. Et ce qui est très impressionnant, Jerry, c'est Jerry, c'est-à-dire que il a beau avoir occupé plus d'espace qu'avant, sur scène, il reste quand même un peu en retrait, il bouge pas beaucoup. Il a beau avoir le lead vocal sur un certain nombre de morceaux, ça reste pas une bête de scène, quoi. Et inversement, Duval, il apporte un truc assez rigolo, c'est que
c'est pas un chanteur de Hellfest qui va s'attraper le paquet entre deux chansons et qui va bramer, pas du tout. C'est pas le style. C'est plus fin, c'est un peu plus subtil. Alors il envoie, il a du coffre, il est pas du tout ridicule quand il chante du Stelly et objectivement, c'est un C'est pas défi ça. quoi. Enfin, sur scène, en live, voilà, on va pas se mentir. Il est pas ridicule, mais il apporte sa touche et sa touche de mal pas complètement alpha. Et c'est assez agréable. Et objectivement, matez-vous ça. Le Hellfest a produit la vidéo et l'a mise sur YouTube. Donc le concert dure 1 heure. Matez-vous ça. Objectivement, c'est excellent quoi. Enfin moi je me suis. Et il y a Man in the Box, il y a Wood, qui sont 2 défis de chanteurs considérables. Et c'est pas du Len Staley, mais c'est pas ridicule. Voilà. Donc objectivement, ça en vaut bien la Ça peine. en vaut la peine. Et toi, Flo, tu as eu l'occasion de les voir? Ouais, moi je les ai vus au Rock am Ring en Allemagne, que je viens de Lorraine, donc du coup l'Allemagne c'est moins loin que la Bretagne. Et du coup ouais j'avais été au Rock am Ring et je les avais vus. Alors pareil, pas les meilleures conditions puisque c'était Au en festival. début d'après-midi, tu vois. Alice in Chains, j'aurais bien voulu les voir quand il faisait nuit noire et machin, mais c'est vrai que c'était un bon concert, c'était cool. J'ai vécu le moment correctement. Le plus dur quand je vais voir un concert, moi justement, c'est de me faire rentrer et de me faire vivre le moment. Parce qu'en général, tu sais, moi je suis ce qu'on appelle un con de chanteur. C'est que en général, je me mets comme ça et je suis là, je fais attends, on va voir s'il la rentre la note là. On va voir s'il fait ça. Et en fait, et quand tu arrives à me faire décroiser les bras, rigoler, sauter et commencer à être bien, à être joyeux, c'est que vraiment tu fais un bon concert et que je passe un excellent moment. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Il y a juste justement même Man in a Box où et ben du coup il n'était pas ultra juste. En même temps, il y avait énormément de vent, donc je pense qu'ils devaient pas s'entendre à la perfection. Ouais. Mais en tout cas, voilà, le boulot était fait. Il y a juste un morceau, du coup, j'ai dit non, tu peux pas louper ça. Mais il l'a loupé. Et puis non, sinon le reste c'était très très bien. Ils ont joué Check My Brain, qui est un des nouveaux morceaux, un de mes préférés. Ils ont joué Stone aussi, je crois, du groupe, de l'album d'après, C'est l'album d'après, ouais. ouais, qui est excellent aussi ce morceau. Donc non, j'ai passé un très très bon moment et j'étais très content de les voir et c'était un bon moment, carrément. Bah voilà. Voilà, en tout cas, bah, on finit sur cette note de concert. C'est quand même le principe quand même, hein, quand on aime un groupe, c'est finalement le voir et vivre avec lui. Alice in Chains, un dossier, si on peut dire, dans l'histoire du rock, une pierre angulaire. On a fait la discussion Alice in Chains et je suis pas peu fier d'avoir été accompagné d'Antoine de 130 livres et de Flo d'Empty School. Merci à vous deux, grands fans d'Alice in Chains. Et puis, pour nous, en ce qui concerne la discussion Hall of Fame du rock, oui, parce qu'on continue, parce qu'on kiffe ça, et j'espère aussi que vous avez de plus en plus de plaisir à suivre cette playlist. Eh ben, on va aller sur un autre dossier avec Flo et avec un autre invité. On sait pas encore quand, mais alors là, ça va être quelque chose. Je pense que ça va être certainement le point ultime du capitaine qui fait son capitaine. Parce que, boum! Dépêche Mode, Flo, on va se les faire. On va se les faire, c'est promis. Et puis en tout cas, Flo et Antoine me rejoindront dans le futur bientôt pour une discussion surprise. Eh oui, même eux ne savent pas de quoi on parlera. Discussion rock surprise et on va discuter entre 3 passionnés et ça sera très bien. Merci Antoine d'avoir été avec moi. Merci Flo d'avoir aussi été avec moi pour cette discussion géniale et on vous souhaite d'écouter Alice in Chains et on se rejoint bientôt. Ciao à tous! Boum!